Juste pour planter le décor, 2-3 petites questions que je vous pose, que vous pouvez vous noter dans un coin, puis on va essayer d'y répondre chemin faisant. J'ai 10-15 minutes, m'a dit Adrien, j'essaie de faire vite. Le poids des occupants de cette salle, votre âge en ppm et la capacité de stockage des batteries. Alors les batteries industrielles, hein, si on met toutes les batteries des États-Unis bout à bout, pendant combien de temps, selon vous, peut-on fournir de l'électricité au pays des États-Unis? Alors, pour commencer, parce que quand on parle d'écologie et quand on parle d'enjeux, juste repositionner 2 ou 3 choses et quelques remerciements qui font qu'on est là aujourd'hui. Remerciements d'abord à l'équipe R&D, qui est là depuis 4 milliards et demi d'années, qui nous porte et nous supporte. 4 milliards et demi pour la Terre, 3 milliards 800 millions d'années pour le vivant. Donc la vie, c'est 3 milliards 800 millions d'années d'évolution et de laboratoire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de laboratoires de R&D qui puissent en dire autant dans quelque entreprise que ce soit. On vient de déjeuner, merci évidemment à ceux qui ont rendu tout ça possible et sans lesquels ça n'existerait pas. Si tous les pollinisateurs disparaissaient, déjà on aurait un problème dans nos assiettes. Ensuite, on mettrait en gros au chômage 1,4 milliard de personnes dans le monde, c'est-à-dire qui vivent de façon directe ou indirecte de l'agriculture. Et tout ça a été chiffré. 265 milliards de dollars, c'est une estimation, c'est une évaluation. L'idée, c'est pas de marchandiser les pollinisateurs, c'est plutôt de donner une idée dans notre monde très comptable de leur impact positif. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires d'une entreprise qui fabrique des smartphones, si vous voyez ce que je veux dire. Le martin pêcheur, donc ça c'est l'équipe innovation, le martin pêcheur est un marqueur de l'état des écosystèmes aquatiques, notamment quand ils sont en bonne santé, il est en bonne santé. Et puis il nous inspire aussi parfois, il a inspiré par exemple la structure du nez du train Shinkansen au Japon. Voilà, donc dans la nature, on va chercher ce qu'on appelle la nature, qui est un concept en fait très anthropocentré. La nature n'existe pas, nous sommes vivants, nous faisons partie du vivant, il y a les humains, les non-humains. Tout ça rend des services qu'on appelle des services écosystémiques, des services sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Le capital naturel est estimé à 125 000 milliards de dollars par an. Pardon, les intérêts du capital, donc on a bien un capital qui produit ses intérêts annuellement, chaque année, 125 000 milliards de dollars. C'est une équivalence, évidemment. C'est Roberto Constanza qui a chiffré ça. Et ça, c'est 1,5 fois la valeur du PIB mondial. Donc même pour ceux qui ne veulent raisonner que PIB, ce qui est loin d'être mon cas et probablement ici autour de la table d'être notre cas, si on voulait vraiment avoir une vision comptable, pour faire 1 euro ou 1 dollar de PIB, il faut 1,5 dollar de ce qu'on appelle la nature, les services écosystémiques. C'est dire notre dépendance absolue, totale et absolument indéfectible à ce qui se passe. Et quand on parle de crise écologique, on ne parle pas d'une crise qui est une crise politique, on parle avant tout d'une crise qui est écosystémique, on parle de dynamique des systèmes, c'est-à-dire quelque chose qui relève strictement de la science, de la physique et du vivant. Et si on n'a pas compris ça, on passe à côté du sujet. Et après, là-dessus, on peut construire plein de choses, bien sûr. Mais à la base, le sujet, c'est ça. Et donc, ça touche évidemment tous les secteurs d'activité. Et c'est notre défi à tous. Et ce qu'on n'a pas compris, ou ce qu'on ne sait pas parce qu'on ne nous l'a pas appris, tout simplement, mais ce qu'on peut apprendre, et de là avoir un regard un peu plus décalé, c'est que dans le vivant, nous sommes finalement assez peu de choses. Si on pesait tout le vivant, tout ce qui vit sur Terre, eh bien, on découvrirait que le poids de la vie sur Terre, c'est d'abord du végétal, ensuite des bactéries, quelques petites choses comme les champignons, les animaux, y compris l'élevage, et puis l'humain, c'est 0,01% du poids de la vie sur Terre, et 99,9% des emmerdes. Voilà, donc ça c'est pour la question sur le poids. Il ne vous aura pas échappé qu'on vit une crise de l'effondrement du vivant, donc on est entré dans ce qu'on appelle la 6e extinction de masse des espèces, et qu'au bout de cette extinction, il y a quelqu'un qui en appelle l'humain, c'est-à-dire nous. 60% de perte des populations animales sauvages sur ces 40 dernières années, c'est ce qu'on appelle un effondrement. Parfois on vous dit, oui, il y aura peut-être un effondrement, on va vers l'effondrement. Les animaux sauvages, chez eux, ça y est, on y est, c'est l'effondrement, c'est en cours. Autre sujet un peu costaud, la question climatique, le dérèglement climatique. En gros, l'effet de serre qui est plutôt bénéfique parce qu'il permet d'avoir 15 degrés de température
moyenne mondiale en tout temps et en tout lieu de la planète, et donc notamment ce qui nous permet de faire l'agriculture telle qu'on la connaît, eh bien, cet effet de serre naturel, qui est plutôt bénéfique, eh bien, on l'intensifie en émettant beaucoup de gaz à effet de serre. Voilà toutes les activités industrielles qui sont responsables des émissions d'origine humaine, et derrière toutes ces activités, vous avez à peu près ce que vous avez fait depuis ce matin. Et moi aussi, évidemment. On trouve beaucoup de choses qui sont là, et même le transport aérien, si vous ne prenez pas l'avion, on consomme tous les jours des choses, enfin des produits ou services, soit qui sont produits par des équipes qui elles prennent beaucoup l'avion, soit parfois sur certaines marchandises qui prennent l'avion, elles aussi. Donc voilà, vraiment, vous avez, je mets au défi quiconque de dire qu'on s'exonère de ce sujet, c'est notre société est façonnée comme ça aujourd'hui. Pour remettre en perspective, vous avez une courbe ici sur 800 000 années. 800 000 ans. C'est la courbe de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et vous observez ce tunnel duquel la courbe sort comme ça dans le décor à partir de la Seconde Guerre mondiale. Cette concentration-là, elle est totalement inédite et vous avez sans doute remarqué qu'elle est dans des proportions absolument inédites. On ne sort pas comme ça du tunnel en espérant qu'on va y rentrer facilement. Vous avez trois flèches, donc je vais vous les décrire. Une flèche blanche tout en haut, ça c'est le niveau de concentration où on est, 415 ppm, 415 parties par million. C'est la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère aujourd'hui, au moment où je vous parle. La flèche rouge en dessous, c'était 1989, le mur de Berlin. Les personnes qui ont 30 ans sont nées en 89. À l'époque, on était à 350 ppm, qui est le stade le niveau de concentration qu'il faudrait retrouver. Pour faire ça, il faut qu'on décarbone fortement notre civilisation, c'est-à-dire qu'on puisse faire qu'elle se passe des énergies fossiles notamment. Et puis la courbe 1950, quand on a vu la sortie de route, on était à peu près à 300 ppm. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est aujourd'hui à 415 et qu'on devrait descendre à 350. Certes, les énergies renouvelables se développent, et à très grande allure, mais les énergies renouvelables, ça représente le petit bout de la flèche rouge tout en haut. Et tout en dessous, vous avez toutes les autres catégories d'énergie, notamment entre ces deux lignes, vous avez les énergies fossiles, donc celles qui sont problématiques, le charbon, le pétrole et le gaz. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que pendant que les énergies renouvelables se développent, les énergies fossiles se développent aussi, toujours. Donc nous ne résolvons pas du tout le problème, nous empilons les solutions, ce qui n'est pas la même chose. Le problème reste entier. Il n'a toujours pas été traité. Si on mettait bout à bout, c'était ma troisième question, les batteries industrielles aux États-Unis, je vous donne tout de suite la réponse pour aller vite, on pourrait produire 6 secondes 4 d'électricité pour le pays des États-Unis. Aujourd'hui, toute la quantité colossale déjà de batteries industrielles qu'on a produites et mises en service ne peut fournir de l'énergie électrique que pendant 6 secondes 4. Alors après, une batterie, ça se charge, ça se décharge, mais encore une fois, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Et puis sur le climat, je finis avec cette petite courbe, alors on voit pas très bien. Ça, c'est notre budget carbone, ce qui reste à l'humanité pour rester dans les accords de Paris, c'est-à-dire de ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 à 2 degrés de moyenne terrestre. Ça, c'est ce que nous dit la science. Ça démarre en 1850, c'est-à-dire à peu près le point de référence du réchauffement planétaire d'origine humaine. Puis vous voyez évidemment que cette consommation tend à s'accélérer. Ce qu'il nous reste pour aller à 1,5 degré, on le voit sur la gauche, c'est la barre à 10 heures. Donc là, il nous reste ce petit écart en noir. Et puis si on veut aller jusqu'à 2 degrés, ou tenter l'aventure de franchir les 2 degrés de réchauffement planétaire, eh bien, c'est la zone à midi. Donc on voit le temps qui passe de plus en plus vite du point de vue du carbone. Et notre décarbonation de l'économie qui ne vient pas. Il faudrait suivre une réduction massive en rouge ou en bleu. En bleu, c'était 2018, mais c'est déjà trop tard. En rouge, c'est-à-dire décarboner l'économie mondiale à raison de 10% par an pour tenir les accords de Paris. Voilà. Donc le défi est immense. Les effets, eux, sont déjà là. Ça, c'était le mois de juin ici, avec la canicule du 25 juin. Ça, c'est celle du mois de juillet, avec le 25 juillet. Voilà. Et ça, c'est la prévision pour les températures extrêmes françaises en 2050, dans les scénarios les plus noirs, c'est-à-dire une canicule, 2 étés sur 3, avec des épisodes de canicule qui vont de quelques jours à 8 semaines d'affilée et des pointes de température à 55 degrés sur les îles de la France. Vous prenez votre âge aujourd'hui, vous faites votre âge plus 31,
Personne ne sait où il sera dans 31 ans, mais si on est là, notre âge plus 31, c'est à cet âge-là le monde dans lequel nous pourrons vivre, ou essayer. Voilà. Je passe sur 2-3 petites affaires comme voilà, les plus du plastique de la Pyrénées, aux États-Unis aussi. La tech qui nous dit qu'elle va tout résoudre avec des trottinettes électriques. Voilà, bien sûr, on a toutes les solutions. Un problème, une solution. Ça, la tech a une solution. Voilà, donc il va falloir faire autrement. Alors, heureusement, il ne devrait être possible. Je vais très vite, on va en reparler. Déjà, il y a des concepts qui ont été posés. L'agroécologie, l'économie circulaire, le biomimétisme, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Martin Pêcheur. L'économie de fonctionnalité, c'est plutôt s'intéresser à un service qu'à la propriété de l'objet. Voilà, on peut respirer un peu. Est-ce qu'on sera à l'échelle des enjeux? C'est un débat. En tout cas, il y a des façons de faire. Je donne 2-3 petits exemples et puis j'arrêterai. Cet homme-là s'appelle Yvon Chouinard, il a créé une entreprise qui s'appelle Patagonia. Et Patagonia essaye de faire un peu mieux que les autres. Patagonia, notamment, propose un service de réparation de ses vêtements, de ses doudounes, et fait 60 000 réparations par an, enfin même presque 80 000 maintenant, dans une usine de Californie qui emploie 50 personnes. Donc plutôt que de racheter ou de jeter, voilà, l'entreprise invite elle-même ses consommateurs à vraiment rapporter et à faire réparer gratuitement selon les cas, quelques euros sinon, les vêtements. Et donc le jour du Black Friday, ce grand jour de pornographie consumériste, eux font paraître des pages dans le New York Times en disant n'achetez pas nos vestes, puisque vous en avez déjà, ou si vous en avez déjà, ne les achetez pas. Et Patagonia donne 1% de son chiffre d'affaires mondial annuel à des causes environnementales. C'est pas parfait, mais on a une entreprise qui essaie de faire différemment. Faire différemment, ici vous avez l'Apollo Guidance Computer, ce petit bidule à gauche là. C'est l'ordinateur qui a permis à la mission Apollo 11 d'aller sur la Lune. Cet ordinateur, il tournait à l'époque avec une puissance de calcul équivalente à une requête web aujourd'hui, de l'ordre de 72 kilooctets de mémoire morte et de 4 kilooctets de mémoire vive. C'est rien. Et pourtant, avec ça, on a pu guider la navette jusqu'à la Lune. Et, petit clin d'œil, l'équipe technique, l'équipe scientifique qui a conçu les logiciels de cet ordinateur était dirigée par Margaret Hamilton, c'est-à-dire une femme. Voilà, 2 messages, légèreté et féminisme, qui peuvent peut-être inspirer les débats d'aujourd'hui. Derrière ces pionniers, on a ce que j'appelle la relève, avec des choses intéressantes. J'ai vu que Pauline avait un Fairphone. Voilà, donc un téléphone Lego, une quarantaine de pièces assemblées pour qu'on ne fasse que réparer les pièces qui sont endommagées, qu'on ne jette pas le téléphone, qu'on n'en change pas trop vite. Le projet de Bas Van Abel, son fondateur, c'est qu'on ait un téléphone pour une vie. Carnot Computing, ça c'est très malin, c'est à la fois une unité centrale et un ordinateur. L'unité centrale fait du calcul distribué pour des centres de recherche, et puis comme l'unité centrale chauffe, eh bien, elle fournit du chauffage pour un HLM à Bordeaux. 360 logements équipés de ce dispositif. La piscine de la Butocaille à Paris aussi est chauffée grâce à cette technologie-là. Et bien voilà. Ça c'est l'increvable, la machine à laver qui durerait toute la vie. Le dire rend la chose évidente, mais le faire ne l'est pas autant. C'est à l'état de prototype aujourd'hui, ils cherchent des industriels pour produire cette machine. Ici à Nantes, on a la tricyclerie avec Colline Billon. Colline qui a mis en place un système de collecte des déchets dans les restaurants, les déchets organiques, avec une batterie de tricycles. Elle a créé 5 emplois. Vous voyez tout ce que ça produit déjà, et elle est sollicitée par 200 territoires français pour faire la même chose. Et ce qui est intéressant là-dedans, outre la boucle circulaire qu'elle essaie de mettre en place, c'est que si on fait 5 fois 200 égale 1000, si je ne me trompe pas, on voit aussi tout le gisement de création d'emplois qu'il y a dans ces activités, et ces manières de faire différentes et plus légères. Voilà, et un petit clin d'œil aussi, ça c'est très low-tech. Yann Motion, une entreprise qui dit plutôt que de mettre des voitures électriques, on a qu'à prendre le parc existant, on le fait passer par le garage, on le désosse, on enlève le moteur thermique, on met le moteur électrique, et voilà comment on convertit, sans reproduire des voitures, puisque 50% de l'impact environnemental du cycle de vie d'une voiture, c'est la phase de production. C'est très gourmand en eau, très gourmand en matière, très gourmand en énergie. Ici en Colombie, Conceptos
collecte du plastique et en fait des briques de Lego qui permettent de construire des écoles et des centres hospitaliers. Voilà, il se développe maintenant aussi en Côte d'Ivoire. Et puis, puisqu'on parle de récit aujourd'hui, je voulais juste vous montrer deux petites choses. Ici à Køge, au Danemark, on a une expérimentation qui vise non plus à végétaliser la ville, comme on le voit beaucoup à Paris et un peu à Nantes aussi, mais à penser la ville comme une forêt. C'est-à-dire concrètement à habiter la forêt. La ville est une forêt qu'on va venir habiter avec un habitat plus concentré parce qu'on aura accès à la nature, donc on acceptera de vivre dans moins de mètres carrés. Toutes les activités de permaculture, d'agroécologie, des activités d'artisanat et de loisirs, et des villes qui respirent comme des forêts, qui sont mieux climatisées, qui recréent du lien social et des services écologiques, et évidemment de la joie de vivre, parce qu'il en faut. Clin d'œil à Mini Big Forest, jeune entreprise nantaise qui veut contribuer à reforester les villes selon la technique de Miyawaki, qui vient du Japon, qui est une technique de pousse rapide à partir d'espèces endémiques, pour montrer que la technologie et l'innovation, elle n'est pas forcément là où on l'attend, elle n'est pas forcément numérique, elle n'est pas forcément ultra matérielle, c'est aussi mieux connaître le vivant pour l'aider et l'aider à nous aider surtout. Et je termine avec Corail Artefact, mon coup de cœur absolu, Jérémy Gobet, un artiste fan de coraux, qui s'inspire des coraux, qui sculpte le corail, et qui un jour croise le chemin de la Fontanie, une entreprise du Puy-de-Dôme. Pouf! Donc ça c'est à droite, une entreprise du Puy-de-Dôme qui fait de la dentelle, donc l'activité industrielle, une entreprise reprise par ses salariés, et qui brode selon ce qu'on appelle le point d'esprit. Et Jérémy Gobet, en découvrant le travail de la Fontanie, réalise que le point d'esprit est très proche de la structure cellulaire du corail. Alors il propose un projet artistique à la Fontanie, qui est devenu un projet de R&D industriel, avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Et l'idée est la suivante, ça consisterait, vous le voyez à droite, à concevoir, en les brodant, et selon la technique du point d'esprit, des tuteurs en papier solide biodégradable. Ces tuteurs pourraient accueillir des boutures de corail, parce que quand il est bouturé, le corail repousse très vite, pour aider des programmes de reconstruction des barrières de corail dans le monde entier, à faire repartir le corail. Donc voilà comment une entreprise inspirée par un artiste découvre un nouveau territoire dont elle ne soupçonnait même pas l'existence, et comment on peut, par ce croisement entre l'esprit entrepreneurial et l'esprit artistique, réparer la mer, et donc finalement réparer la terre. Voilà. Merci. Moi, de base, avant de faire de l'écologie dans mon métier, je suis assistante réal en fait. J'ai fait des études en cinéma et arrivée sur Paris, j'ai fait mes premiers boulots, j'étais ravie, j'avais des étoiles dans les yeux, je commençais enfin mon métier dans la mise en scène et en fait j'ai vite déchanté quand j'ai vu la façon dont on produisait des films. J'ai remis du coup mon métier en question et je me suis dit, est-ce que je suis capable de travailler dans un milieu où on ne prend pas du tout en compte des valeurs qui pour moi sont hyper importantes? Et je me suis dit, bah non en fait. Et c'est comme ça que je me suis renseignée et en fait on est plusieurs à penser pareil que moi, dont EcoProd, un collectif qui a maintenant 10 ans. Ça fait très longtemps qu'ils existent, mais ça fait maintenant que 2-3 ans on voit vraiment une effervescence qui se construit dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma autour de l'écologie. Donc j'ai rencontré EcoProd qui m'ont dit qu'ils prenaient des personnes en service civique. Donc j'ai fait 1 an de service civique avec eux. Et à la fin de mon service civique, je leur ai dit il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un tout le temps en fait chez EcoProd. Vous voulez pas créer un poste? Et du coup ils m'ont engagée. Et en même temps de mon service civique, on m'a dit que j'allais avoir vachement d'autonomie et que je pouvais monter un projet. Et je trouvais que, en tant que technicienne, je trouvais que ça manquait d'exemples concrets de comment on fait un tournage en écoprod. Et donc j'ai eu l'idée de faire un making-of d'un tournage ou d'une série écoproduite. Et je suis allée voir le producteur Andrea Vistoli, qui est le producteur de la nouvelle série des Parasites, qui s'appelle L'Effondrement. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler, qui va sortir sur Canal+ à la fin de l'année. C'est une série qui parle de l'effondrement de la société, crash économique, les stations-service ne sont plus alimentées en essence, les supermarchés non plus. Et on trouvait ça logique, en fait, de par le message de la série, faire un tournage écolo.
Donc j'avais cette casquette-là chez EcoProd de travail de sensibilisation, et tout ce que j'avais acquis durant mon service civique chez EcoProd, je l'ai mis en pratique en fait sur le tournage de l'effondrement, où on a essayé de réduire un maximum notre impact écologique, de changer nos habitudes de production et de nos façons de travailler. Et ça a plutôt bien marché. On est très contents et j'espère pouvoir vous montrer et que vous pourrez voir le making-of très très vite, qui sera normalement sur le site d'EcoProd et qu'on va essayer de faire tourner un maximum sur le site du CNC, etc. Une petite question par rapport à ça, est-ce que tu peux nous donner un exemple ou un élément que tu as dû traiter, solutionner, je ne sais pas comment dire, dans le cadre de ce travail in situ? En fait, chaque métier, dans chaque corps de métier, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en place, qui sont faciles à mettre en place, mais ce qui est difficile, c'est que ça fait changer les habitudes des gens, et c'est ça qui est toujours long au début, c'est changer ses habitudes. Mais par exemple, beaucoup de personnes fument dans le monde du cinéma, et on a fait appel à une entreprise qui s'appelle Green Minded, qui récupère les mégots de cigarettes, qui les valorise, qui les recycle et qui en fait du mobilier urbain, par exemple. Donc on a fait appel à cette entreprise-là. Ensuite, les choses qu'on a mis en place, par exemple, avec le régisseur général, parce qu'il faut vraiment être comme ça avec le régisseur général pour pouvoir mettre tout ça en place, c'est mutualiser un maximum les camions, les techniciens, etc. Donc on n'avait que 3 petits camions sur le tournage, ce qui est vraiment très très peu. Moi j'ai dit à tous les chefs de poste, si vous pouvez ne pas prendre des choses que vous allez utiliser, ne pas utiliser, c'est génial, parce qu'on m'a raconté que souvent, en pub, parce qu'il y a des clients, on va blinder un maximum les camions pour montrer qu'on a du matériel et que c'est normal qu'ils payent aussi cher, alors qu'en fait on va pas utiliser la moitié de ce qu'on met dans le camion, et donc le poids du camion s'alourdit, il consomme plus de CO2, etc. Et après, au niveau du transport aussi, on a mutualisé les transports, donc ça voulait dire que Audrey Fleurot, Thibaut de Montalembert, les premiers rôles de la série, ils étaient à côté du stagiaire caméra ou dans la voiture d'un technicien. Et ça, c'était négocié directement dans les contrats. Le producteur l'a négocié directement dans les contrats avec les agents, que non, l'acteur n'aura pas de chauffeur personnel, qu'il n'aura pas de camion loge-ring pour lui, et qui devra se plier lui aussi à toutes ces règles d'éco-production. On a mis en place une cantine végétarienne. Au niveau de notre table régie, on a fait un partenariat avec Day by Day qui fait uniquement du vrac. Donc on a considérablement diminué les déchets par là. À la déco, pareil, ça fonctionne beaucoup sur de la location, de la récup, utiliser des peintures et des matériaux labellisés, etc. À la technique, ça va être utiliser la LED, utiliser des matériaux légers, tourner en lumière naturelle tant que l'on peut. Vraiment, dans tous les métiers du cinéma, il y a toujours quelques petites actions à mettre en place et qui, toutes rassemblées, font qu'il y a une synergie qui se crée autour de ça. Et j'ai trouvé qu'elle était très humaine, moi, sur le tournage et valorisante même pour les techniciens. Pas de résistance? Si, au début, il y avait de la contrebande de saucissons, charcuterie pendant le tournage. Il se faisait tourner un peu de viande en scred. La chef costumière, elle en mettait dans les poches et tout, des techniciens. Au début, ça criait un peu. Et puis au final, typiquement la chef costumière qui était la plus réticente, il faut dire que j'avais de la chance sur l'effondrement. On était une équipe avec des gens qui de base sont très sensibilisés. Une équipe très jeune aussi. La moyenne d'âge, ça doit être 30 ans à peu près sur le tournage. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes déjà de base étaient très militantes dans leur vie personnelle. Mais par exemple, la chef costumière, qui elle faisait partie des plus vieilles, j'ai envie de te dire, sur le tournage, et qui avait beaucoup de réticence et qui ne comprenait pas trop pourquoi on faisait ça, mais ça a été la première à venir me voir à la fin du tournage et à me dire « Mais tu sais, maintenant chez moi et tout, je fais ça… » Comme quoi, en fait, tout ce que j'ai fait dans leur travail, tout le travail qu'on a fait ensemble autour de ça, sur leur boulot, il y a eu des répercussions dans leur vie personnelle. Et pour moi, c'est gagné, quoi. C'est très difficile de prendre le sujet de l'audiovisuel et de l'environnement, parce que la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin des artistes de l'audiovisuel et de toute la filière pour alerter, sensibiliser
et parler de l'environnement et agir sur les questions environnementales dans notre société. Donc ça, c'est le premier impact de la filière audiovisuelle. C'est l'impact sur la société, les films, les télés, les réalisateurs qui travaillent ces sujets-là. On a besoin de les voir, de les rencontrer, de découvrir leur travail, et puis de... Donc ça, j'allais dire, donc moi je suis là pour parler un petit peu des impacts environnementaux du film ou de la filière audiovisuelle, mais le premier impact, et on a besoin de vous pour ça, quand on travaille sur les questions environnementales, on a besoin des acteurs du cinéma pour mobiliser, faire bouger cette société sur ces sujets. Ça, c'est le premier point. Donc ne jamais oublier que le cinéma est un moyen de faire bouger la société ou de découvrir des nouveaux milieux, depuis le monde du silence avec l'humal et les Cousteau, jusqu'à aujourd'hui des films qui nous parlent des océans, du plastique. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire. Avant d'aborder la question des impacts plus classiques, et tu as parlé un petit peu de notre relation au vivant, je voulais juste parler de la biodiversité aussi pour ouvrir ce propos. Parce tu as parlé des gaz à effet de serre, tu as parlé des déchets, de l'alimentation, oui, certes, mais l'impact sur les milieux naturels, sur le vivant, c'est extrêmement important. Donc j'avais une image, mais peu importe, c'était Apocalypse Now, qui est un film qu'on adore tous. Effectivement, on avait commencé la scène d'ouverture, hein, oui, voilà, c'est 4500 litres de kérosène qui sont basculés sur la forêt pour la faire brûler. Donc c'est le premier plan avec des pneus pour que la fumée soit bien noire. Je ne crois pas qu'on ferait encore ça aujourd'hui, quoique. Mais ce qui nous alerte quand même sur l'attention qu'on doit porter au vivant, elle est permanente. Et donc c'est l'image d'après avec ce fameux film et cette polémique qui a eu le tournage de Nicolas Vanier en Camargue, puisqu'il faisait des prises de vue sur les flamants roses, et puis un hélicoptère est passé un peu trop bas, et donc panique des flamants roses, et du coup quelques centaines d'œufs de flamants roses qui sont cassés par les flamands eux-mêmes, hein, et parce que, voilà, panique, parce qu'il n'y avait pas eu une procédure de respect du vivant qui avait été non pas sensibilisée amenée auprès de l'équipe, parce qu'une bonne partie de l'équipe était sensibilisée, mais il se trouve que ce jour-là, les personnes qui s'occupaient de l'hélicoptère n'étaient pas au courant des hauteurs minimales de survol des plans d'eau. Donc là où je veux en venir, c'est que une démarche environnementale dans une équipe, et tu l'as dit tout à l'heure, elle doit être partagée. C'est pas que le producteur, c'est pas que l'artiste, c'est vraiment... si elle n'est pas partagée à l'ensemble de la filière, et surtout l'ensemble des équipes, ça ne fonctionnera pas. Donc la protection des milieux, quand on tourne en extérieur, c'est d'abord le premier sujet sur lequel j'ai envie de vous alerter. Ensuite, je ne sais plus les quelques visuels que j'avais mis, mais je vais juste les dérouler rapidement. Non, continue, ça c'était dans l'autre sens, s'il te plaît, Walter. Alors ça c'est le Festival de Cannes et c'est 1200 tonnes de déchets, donc je parlais de toute la filière suivante, Walter. Juste en termes d'ordre de grandeur, donc ça c'est une étude qu'avait fait le cabinet Carbone 4 sur l'impact des gaz à effet de serre sur la filière audiovisuelle. Donc tu m'as dit, Pauline, qu'elle serait refaite, elle vient d'être commandée à nouveau pour être actualisée, parce que là c'est des chiffres qui datent de 2011. Mais en gros, c'est le premier cercle à votre gauche, c'est le premier impact de la filière audiovisuelle, c'est les spectateurs qui viennent au cinéma, tout simplement. Donc c'est la mobilité des spectateurs pour aller au cinéma. Donc là, on peut... la solution, c'est pas le numérique, mais voilà, c'est avoir ça en tête en termes d'ordre de grandeur. La deuxième partie, c'est l'impact de toute l'économie, de toute la logistique de diffusion, donc les tubes, hein, vous appelez ça comme ça, hein, ou les tuyaux à diffusion, qui sont les télés, qui sont numériques et tout. Et le troisième impact, sur lequel je crois que vous pouvez avoir la main, en tout cas sur lequel vous avez une influence, c'est les conditions de production et de fabrication des films. Donc votre sphère d'influence, ce n'est qu'un quart finalement de l'impact global de la filière audiovisuelle. Et c'est déjà beaucoup, hein, mais je voulais aussi rappeler ces ordres de grandeur. Et dans ce quart des émissions, de l'impact que vous pouvez générer, après, tu l'as dit, Pauline, il y a énormément de pratiques à mettre en place. Donc là, j'en déroule quelques-unes, mais voilà, après, on vous enverra le lien. Non, c'est après. Voilà, c'est des infographies. Donc là, je tourne à l'intérieur. Donc c'est... voilà, entre l'éclairage, l'approvisionnement électrique, la gestion des déchets à l'intérieur, le réemploi de la scénographie, il y a énormément de pratiques qu'on peut mettre en place.
Ensuite, quand il y a tous les camions de régie qui sont à l'extérieur Walter et tous les enjeux de mobilité, donc là aussi vous avez un énorme levier. Et puis enfin, les conditions de fabrication en studio. Je ne rentre pas dans le détail, on verra après s'il y a des questions sur la mise en place de ces pratiques. Mais voilà, là où je voulais en venir, si je brosse un peu la question des impacts, le cinéma et l'audiovisuel a d'abord un impact positif, et puis après il y a des petites externalités qu'il faut gérer de façon un petit peu plus drastique et accélérée que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les moyens d'y arriver. C'est très difficile d'articuler tous les propos là, mais sur l'aspect positif de l'impact du cinéma, il a un impact très fort sur notre imaginaire, vous le savez bien, sur nos inconscients. Il a été un véhicule majeur de ce qu'on appelle la société de consommation. Elle est inscrite dans la plupart des histoires qu'on nous raconte, des corps qu'on nous propose, des profils de personnages qui sont mis en avant. Donc évidemment, le cinéma a sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes. Il y a aussi, alors quand on revient sur l'impact écologique de la pratique du cinéma, tant du niveau du consommateur que du niveau du producteur, oui, c'est une industrie, le cinéma. Donc la question aujourd'hui se pose de comment on avance sur cette espèce de folie industrielle qui s'est emparée de nous au 19e et qui a conduit à toutes les horreurs, puisque la Shoah était une façon d'industrialiser la tuerie des hommes en situation de guerre. Enfin, on connaît les bilans des dernières guerres du XXe siècle et on sait à quel point on a fait des progrès dans la façon de détruire les humains par des moyens techniques industriels. Donc, moi je voudrais qu'on puisse envisager le cinéma comme une écriture et donc juste quelques personnes et quelques petits outils qui se glissent dans un sac à dos. Ça me paraît tout à fait possible, ça a été prouvé même dans la fiction. Donc je pense même qu'on peut se passer d'un seul camion pour faire un film. En tout cas, moi c'est ma pratique. Toute mon unité de tournage tient dans un petit sac à dos. Et j'essaye de justement, ça m'encombre l'esprit d'avoir du matériel, quoi. Et pourtant, quand même, pour rappeler d'où je suis parti, les débuts des années 80, j'ai encore été assistant sur des tournages en pellicule. Donc à l'époque, tournage en pellicule supposait qu'on éclaire. Donc là, effectivement, il y avait encore camionnettes et toutes sortes de matériel de lumière pour pouvoir atteindre le niveau d'éclairage suffisant pour impressionner la pellicule. Tout a changé dans les années 90 avec l'arrivée déjà des mini-caméras V8, H8, mini-DV, DV-Cam, etc. Toute cette chronologie d'avancées techniques très rapides qui nous a permis finalement au tournant du siècle de pouvoir produire des images de qualité cinéma avec des caméras domestiques qu'on trouve à la FNAC pour pour 1000, 2000 euros. J'ai réalisé un film avec une caméra Sony de la FNAC qui coûtait 2000 euros et c'est un film qui a tourné en salle et vraiment franchement d'une qualité, la qualité de l'image n'avait rien à envier à ce qu'on pouvait faire avant en Super 16 ou des choses comme ça. Donc pour moi, on en est vraiment arrivé à un point où si on arrivait à oublier, si on arrivait à tourner la page de l'industrie du cinéma, ce qui c'est rien de le dire, mais bon, enfin, on peut toujours essayer d'imaginer, on a moyen d'avoir une production cinématographique forte avec des moyens artisanaux, donc qui ont un faible impact, quoi. Puisque la question de l'impact écologique du cinéma, c'est la question de la légèreté déjà, ce que j'évoquais précédemment, et puis de la proximité aussi, c'est-à-dire que l'idée c'est que on fait cinéma de ce qui nous entoure. Vous savez que la manière de sortir de l'emballement dans lequel on est parti, c'est de relocaliser l'économie. Enfin, donc quand j'entends par économie, c'est l'activité, quoi. C'est-à-dire que plutôt que d'envisager notre activité à l'échelle de la planète, déjà essayer de la faire à l'échelle d'une économie locale, circulaire. Et le cinéma peut s'inscrire là-dedans aussi, c'est-à-dire prêter attention à ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai que le cinéma
et la télévision aussi. La télévision énormément ces dernières années. Mais pourquoi elle fait la télévision? Parce qu'il y a un public pour ça. Les télévisions et Arte en tête donnent parfois l'impression d'être des agences de voyage. C'est-à-dire l'idée c'est que ça devient intéressant quand c'est à l'autre bout du monde. Et ça je pense que c'est aussi, moi personnellement je pense que c'est une erreur grossière, quoi. C'est le peu d'intérêt que nous avons pour les choses qui nous entourent directement. Et je pense que c'est lié, quoi, parce que l'attention que peut porter un cinéaste à son environnement, et quand je dis l'attention c'est aussi le temps qu'on laisse au silence, au ralentissement, enfin juste à l'attention, quoi, juste à faire attention. C'est à ce cinéma-là que je rêve et qui me paraîtrait plus cohérent avec ce vers quoi il faudrait qu'on tende pour éviter la cata. Pour toi, Serge, quand on débarque dans cet univers-là, supposons on arrive, on vient passer un après-midi, on ne savait pas trop de quoi on allait parler, et paf, on se prend ça un peu de front. Il y a forcément des tas de chemins possibles pour entrer dans le sujet. Est-ce que tu en vois quelques-uns, ou est-ce que peut-être nous dire aussi comment toi tu y es entré? Ça peut aider, voilà, pour pas effrayer, dire allez-y, allez voir, quoi. Il y a vraiment deux axes pour moi. Pour parler du sujet, là j'en arrive à de quoi on peut parler, quoi, dans les œuvres, quand il s'agit du sujet dont on parle aujourd'hui. Bon, l'attention, c'est vraiment quelque chose qui est universel, et prendre le temps d'observer les gens à qui on a affaire, même en fiction. Pour moi, il y a deux axes, c'est annoncer et dénoncer. Donc dénoncer, il y a énormément de choses à dénoncer, quoi. Et je pense que voilà, il n'y a pas à prendre de gants. On peut rêver à une transition douce. Moi, je n'y crois pas un instant. Je pense que la transition passera par des luttes sévères, des rapports de force et des mobilisations. Et donc, quand je parle de dénonciation, bon, voilà, je pense qu'il y a une mission de la part des gens qui s'expriment par l'écrit, les images, voilà, de révéler ce qu'on essaie habilement de dissimuler. Ce que vous avez fait chacun dans vos exposés. Voilà. Et le côté annonciation, c'est effectivement d'essayer de rendre compte du fait qu'on puisse être heureux dans la simplicité, par exemple, ou enfin, j'avais vu la frugalité, voilà. Le terme de frugalité dans la société de consommation, c'est quelque chose c'est une provocation. C'est une provocation, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça vaut pour excommunication, quoi. Donc il y a quelque chose là à faire valoir, c'est-à-dire montrer qu'on peut avoir une vie simple et heureuse. C'est absolument essentiel, quoi. Enfin, dans toutes ces expériences. Alors ça c'est l'expérience, disons, quasi spirituelle, et il y a aussi tous ces exemples de gens qui inventent des solutions qui permettent justement d'être dans une relocalisation des choses, de regagner de l'autonomie et d'être dans cette frugalité. J'entends aussi par frugalité le fait de pouvoir avoir un vrai confort de vie sans être énergivore, sans alimenter par derrière cette industrie que j'évoquais précédemment. Pauline, même si vous avez l'entrée plus technique, quoique Pauline, dans le film que tu évoquais, il y a aussi le sujet de fond, sur ces questions d'écriture. Puis je pense que là, on va vous inviter aussi à prendre la parole les uns les autres, parce que c'est ça qu'il faut entendre, et puis on aimerait qu'il y ait un échange de ce que vous avez vu ou ressenti, même à titre personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer là-dessus ? J'ai envie de vous ressortir l'exemple que je vous ai sorti à midi. Est-ce que vous connaissez Vladimir Zelensky ? Quelqu'un le connaît dans la salle ? Non. C'est le nouveau président ukrainien, et il se trouve qu'il est acteur à la base, et en fait il a joué dans une série où il était le président dedans, et les gens y ont tellement cru qu'ils l'ont réellement élu président, en fait. Et je trouve ça fou,
Et c'est vous dire à quel point le récit a une force énorme. Et comme tu l'as très bien dit, Serge, je pense qu'on a un devoir, nous, vous, en tant qu'auteurs, artistes, cinéastes, de montrer les solutions qui existent et qui peuvent être mises en place et de montrer qu'il y a espoir là-dedans. Et moi, je crois énormément à la force des récits. À mon avis, c'est par ça qu'on peut faire passer énormément de messages, surtout dans notre société où on le voit. Les séries, c'est quelque chose d'énorme. Le pouvoir des entreprises comme Netflix et tout ça sont tellement énormes que nos modèles aujourd'hui, la plupart des modèles des jeunes, des gens, c'est des personnages fictifs de fiction qu'on retrouve dans notre série, qu'on regarde tous les jours. Et je pense que c'est ces personnes-là qui nous inspirent à nous en tant que citoyens, en dehors des gens autour de nous, de la vie réelle qui existe et qui font concrètement des choses. Je pense qu'on s'inspire toujours des personnages des films parce qu'ils nous ressemblent et il faudrait, oui, effectivement, qu'on crée de plus en plus de personnages emblématiques comme ça qui se rapprochent de nous et qui nous montrent les bons exemples. Je ne suis pas un spécialiste du récit. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de récits. Ça, c'est évident. Je vais juste citer une anecdote, ça va être plus simple. Il y a quelques années, on a vu un séminaire à l'école d'archi, c'était en 2009. Sur la question culture et climat. Et beaucoup de monde et tout. Et j'avais fait venir un ingénieur qui travaillait à Helsinki Energy, donc qui gérait l'énergie sur la ville d'Helsinki. Et donc il a mis en place une politique pour réduire les consommations d'énergie dans la ville. Et à un moment donné, il a dit, moi je suis ingénieur, et avec nos équipes, on a fait le maximum. C'est-à-dire, on a fait les réseaux de chaleur, on a fait... Enfin, et là, on bloque, c'est-à-dire que maintenant, on doit interpeller la sphère individuelle, donc le foyer, le ménage et tout, et on n'y arrive pas, et, parce que le sujet n'existe pas. L'énergie en soi, c'est un sujet... Voilà, tu nous as fait voir quelques raffineries tout à l'heure, mais c'est un sujet qui n'a pas d'existence. Et donc, pour faire exister le sujet, on a décidé de travailler avec des artistes, enfin des spécialistes de la représentation, donc des artistes. Il y avait des designers, des archives, des scénographes et tout. Et donc ils ont mis en place un programme qui s'appelait Arts and Energy à Helsinki, qui vise à commander des œuvres dans la ville pour porter déjà donner une consistance au sujet de l'énergie en soi, et de fait amener les gens à connaître ce sujet, et de fait ensuite à s'auto-interpeller sur ces pratiques, et puis ensuite à participer de cette politique de réduction des consommations. Voilà. Pour moi, le récit, c'est ça. À un moment donné, les solutions techniques, même s'il y en a, on en a vu, tu nous as présenté Walter, elles vont avoir une certaine limite. Donc, quel est le nouveau récit qu'on propose? Voilà. Alors, je suis pas à l'aise là-dessus, parce que c'est pas forcément mon périmètre. Donc, je le redis sur la question de la mise en œuvre et de l'action. Donc, Pauline a parlé d'éco-prod. Il y a énormément d'outils qui existent dans votre filière, que ce soit les personnels techniques, que ce soit dans les enjeux de restauration, du catering un peu responsable ou des flottes de véhicules qui diminuent leur poids ou leur consommation et tout. Donc il y a beaucoup de pratiques. Donc la meilleure des consignes, c'est de regarder déjà quels sont les tournages les plus éco-responsables et de partager ces bonnes pratiques. Voilà, c'est un peu basique ce que je dis, mais c'est comme ça qu'on a commencé avec la filière événementielle en Pays de la Loire. C'est-à-dire et le réseau éco-événements, excusez-moi, je reviens un petit peu à mon périmètre d'action, il est là uniquement pour dire, tiens, il y a une pratique d'éco-conception événementielle qui se passe bien à La Chapelle-sur-Erdre ou à Saint-Nazaire, pourquoi on ne la mettra pas en œuvre à tel autre territoire, en monde rural ou monde urbain? Tiens, on a vu que dans le sport, ils avaient telle pratique éco-conçue, remarquable. Pourquoi on ne la mettrait pas en œuvre sur un événement de quartier ou une fête d'école, ce que je disais tout à l'heure? Le réseau, il est là simplement pour faire interagir tous les acteurs de l'événementiel. Puis au final, on s'aperçoit que, notamment pour tout ce qui est régie, un coup, les régisseurs, ils sont sur le sport, un coup sur des grands événements. On retrouve des populations un peu identiques ou qui vont aller d'un événement à un autre. Donc aujourd'hui, c'est comment cette pratique qui s'installe, qui reste malheureusement encore individuelle, etc., comment elle se massifie, comment elle change d'échelle. C'est vraiment
le sujet. On n'a pas le temps là, enfin on n'a pas le temps encore de discourir beaucoup, pour le coup cet après-midi, mais surtout on n'a pas le temps de se poser des questions sur j'y vais pas, j'agis pas. Non, maintenant, non seulement il faut faire de nos pratiques d'éco-conception une norme et non plus une exception, mais il faut les massifier, il faut en devenir l'ambassadeur, il faut en devenir le... Voilà, donc vous devez devenir, et j'interroge la plateforme, il faut propager, diffuser, viraliser les pratiques d'éco-conception sur les tournages comme dans toutes les filières, hein, c'est pas que la filière audiovisuelle. Il a totalement raison, je pense que tu as totalement raison là-dessus. Je pense que les institutions, elles, feront rien si elles ne voient pas que déjà dans le milieu ça se bouge. Et je vous en parle à connaissance de cause parce que l'année dernière, mon service civique, je l'ai fait au CNC. Et donc j'ai eu pas mal l'occasion d'en discuter avec le directeur du pôle cinéma, par exemple, ou des choses comme ça. Et ces institutions-là, en fait, elles n'attendent que ça, de voir qu'il y a un mouvement qui se crée déjà de base dans les productions, chez les techniciens, etc. Parce que si nous, on ne le fait pas de notre propre initiative, eux, ils ne voient pas l'intérêt de consacrer du temps et de l'argent là-dedans. Et en fait, le but, c'est ce qui est génial à des événements comme celui-là, merci encore, c'est de vraiment propager tout ça et faire de notre côté ce qu'on peut faire et après... faire remonter tout ça. Moi j'adore faire des événements comme ça parce que c'est ça qui m'aide après peut-être et je l'espère à faire remonter des initiatives et de dire avec tel producteur, telle chaîne télévisée, tel film a fait ça, regardez, il y a une demande qui est là, qui existe, aidez-nous maintenant s'il vous plaît. Je pense que la plupart des gens, la plupart des techniciens, des producteurs, s'ils font pas d'éco-tournage, c'est que ou ils ne connaissent pas l'existence de ce mode de fonctionnement, ou sinon mais parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par les institutions. Et moi je les comprends tout à fait parce que on a besoin de soutien au début, c'est difficile, la transition est difficile, elle demande du temps. Moi je l'ai vu, la boîte de prod, elle m'a engagée, je faisais 2 jours par semaine avec eux et c'était nécessaire. Ce temps-là était nécessaire et je comprends qu'il faut qu'on ait besoin de ce soutien du CNC, des chaînes de télé pour vraiment pouvoir démocratiser tout ça et même pourquoi pas changer les conventions collectives. Mon métier de chargé de production responsable, il n'existe pas sur la convention collective, ça n'existe pas. Donc on me paye en tant que ou assistante de prod ou des choses comme ça. Mais voilà, tout ça, il faudrait que ça se démocratise et ça peut devenir que de nous, je pense. Et plus vous êtes nombreux à rejoindre le mouvement, plus on aura une force d'attaque, je pense, vers toutes ces institutions pour leur dire regardez, maintenant en fait vous n'avez plus le choix, vous êtes obligés de le faire parce qu'on le fait tous et il faut nous aider, s'il vous plaît. Je vais parler d'une expérience qui est un peu voisine, c'est celle de la Nantes Digital Week. Donc vous savez qu'aujourd'hui s'ouvre la Nantes Digital Week à Nantes, hein, c'est une centaine d'événements, 110 événements précisément, ce qu'on appelle des contributions. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille avec la Cité des Congrès pour que cette Nantes Digital Week ait un peu plus d'éco-conception. Donc jusqu'à maintenant, c'était pratique volontaire. Si l'organisateur d'événements a envie de faire un catering ou inciter ses visiteurs à venir en vélo, bah, tant mieux, il le fait, etc. Mais voilà, ça prenait pas. Ça prenait pas. En gros, les 110 organisateurs d'événements, alors il y a des banques, il y a des réseaux, il y a tout ce que vous voulez, n'étaient pas préoccupés au sujet. Voilà. Et on a réussi cette année à, entre guillemets, éco-conditionner l'accès au plan marketing de la Digital Week. Donc, c'est-à-dire, vous voulez que votre événement soit référencé dans la Nantes Digital Week, très bien. Alors, quel est le sujet, où ça se passe, quels acteurs? Mais on vous demande, donc c'est la Cité qui demande, qu'il y ait 3 actions environnementales qui soient mises en œuvre. Vous les choisissez, il y a un panel de 21 actions possibles. Voilà, c'est pas grand-chose, mais là, et donc là, ça y est, c'est massifié. Et là, on a réussi à faire que la sauce prenne. Je dis ça par rapport au rôle des producteurs et des donneurs d'ordre. Et là où je veux en venir, c'est que 3 actions, c'était pas grand-chose, mais au final, les gens, ils ont mis 3 actions. Et puis, ils continuent à nous appeler, là, sous le téléphone, j'ai encore eu un appel ce matin, parce qu'ils ont commencé, ils se sont dit, mais c'est facile, c'est pas compliqué, et pourquoi je ne rajouterai pas une autre? Et pourquoi je n'arriverai pas à 10 actions, 15 actions, etc., etc., etc. Là où je veux en venir, il faut donner des signaux quand même. Il faut donner des signaux, et les signaux, c'est les pouvoirs publics sur certains accès au financement, ou des producteurs qui
demandent, ou en tout cas qui invitent leur production peut-être à s'engager sur 2-3 petites choses. Mais une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Non, je voulais juste vous remercier sincèrement, tous les 4, pour cette discussion. Et voilà, on ne savait pas trop, enfin voilà, on avait des envies, on ne savait pas trop si on y arriverait. On voulait qu'en même temps on touche presque à la philosophie, en même temps à des choses très concrètes aussi, et qu'on puisse se projeter. Et voilà, moi à titre personnel, je trouve que ce pari-là est gagné, et je repars avec plein d'idées et plein de questions aussi. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ouais.